Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de cette émission, on va parler du lancement de la plateforme de dématérialisation partenaire du village connecté. On parlera également de l'augmentation du plafond de la sécurité sociale. Quelles conséquences pour les Français? Et enfin, du cabinet WeWeb, un cabinet d'expertise comptable dédié au Web3. On commence tout de suite cette émission avec Jérôme Clarisse, président de RCA, pour parler du lancement de la plateforme de dématérialisation des partenaires PDP, lancée par le Village Connecté. Bonjour Jérôme. Bonjour Arnaud. Alors, pourquoi lancer cette plateforme ? Alors, pourquoi lancer cette plateforme? Déjà, le projet de la plateforme donc PDP du Village Connecté est porté par 3 sociétés qui accompagnent les cabinets d'expertise comptable depuis très longtemps dans leur projet à la fois d'informatisation à l'époque et de digitalisation aujourd'hui. Alors, quelles sont ces sociétés? Il y a donc la société ACD que l'on ne présente plus, 40 ans d'expérience auprès donc des cabinets d'expertise comptable. RCA, que je représente, 25 ans donc d'existence auprès de la profession, et Coaxis, 15 ans. Alors, j'ai envie de dire déjà pour commencer, le projet de la PDP s'inscrit naturellement dans cet accompagnement et il a été donc plébiscité et même encouragé par nos clients. Mais j'ai envie de dire, vouloir c'est une chose, pouvoir c'en est une autre, et je vais vous expliquer comment ce projet s'est concrétisé. Alors, ce qu'il faut savoir, excusez-moi, en matière de facture électronique, pour les cabinets d'expertise comptable, il y a, on peut dire, 3 briques technologiques qui sont l'outil de production du cabinet, le ERP, qui est l'épicentre en fait de cet écosystème pour les états financiers et les états déclaratifs. Il y a la plateforme digitale, c'est-à-dire l'espace serviciel, c'est un peu nouveau, mais qui va permettre en fait à l'entreprise de pouvoir gérer les flux, puisqu'il n'y aura plus de facture ni papier, ni facture d'achat papier, ni facture de vente papier. Donc ça, c'est une plateforme que l'expert comptable doit mettre à la disposition donc de ses clients. Et puis la 3e brique, c'est, j'ai envie de dire, l'infrastructure, c'est-à-dire les tuyaux, pour être un petit peu plus simpliste, qui vont relier cet écosystème cabinet-client avec l'intégralité de l'écosystème de la facture électronique, c'est-à-dire les autres PDP et le PPF, le portail public de facturation. Alors, je vous parle de 3 briques, je vous ai parlé de 3 acteurs, je pense que vous voyez où je veux en venir. Les 2 premières briques, c'est le métier de ACD et de RSA depuis des années. La 3e brique, l'infrastructure, les tuyaux, ça demande beaucoup de savoir-faire, des spécificités, des normes. On parle de la norme 27001, on parle du Statement Cloud. On parle de beaucoup de maîtrise, on va dire, des infrastructures, et c'est précisément donc le métier de Coaxis. Donc on a uni nos compétences pour réaliser cette PDP, et nous donc concourons à l'inscription. Alors l'inscription devait avoir lieu en septembre prochain, paraît-il qu'elle sera avancée donc au printemps, donc nous candidaterons. Alors, on a bien compris ce qu'était cette plateforme, mais maintenant, quels sont les services que vous allez proposer ? Alors, c'est intéressant comme question, les services, et je vais vous dire un petit peu, je pense qu'on va faire les choses un peu à contre-courant par rapport au PDP donc, du marché, et je pense particulièrement au PDP bancaire. Puisqu'on a vu que dans la PDP, il y avait toute cette partie immergée, donc qui est l'infrastructure donc, et les tuyaux, mais il y a aussi la partie servicielle, puisqu'il faut que l'entreprise puisse gérer ses factures, les recevoir, les émettre, les recevoir, les payer, les émettre, obtenir des règlements, peut-être faire de la relance, gérer de la trésorerie, pourquoi pas aller jusqu'à la pré-comptabilité, c'est de la digitalisation. Et ce métier, c'est précisément le métier de ACD et de RCA depuis des années. Donc tous ces services, nous les avons. Quelques chiffres pour illustrer. Aujourd'hui, le portail ACD, c'est 400 000 entreprises utilisatrices au quotidien. L'outil de facturation donc de Meg, mon expert en gestion, c'est 100 000 entreprises. Et donc, nous avons déjà tous ces services disponibles. Il suffit de les rendre interopérables avec l'environnement et l'écosystème en fait de la facture électronique. Alors nous allons, juste pour information, intégrer des briques du portail eSuite dans mon expert en gestion pour essayer d'avoir la plateforme servicielle la plus aboutie, en tout cas très aboutie sur le marché. Alors, imaginons maintenant, essayons de nous projeter à moyen ou court terme, quelles sont les perspectives de développement ? Alors, bien évidemment, les perspectives de développement sont importantes, je ne vais pas vous dire le contraire, simplement pour imaginer ce que représentent les 3 acteurs cumulés, en fait. Donc, ACD, aujourd'hui, c'est 3500 cabinets d'expertise comptable qui utilisent l'outil de production au quotidien. C'est 400 000 utilisateurs donc, de la plateforme eSuite, c'est ce que je vous ai dit. RCA, c'est 6500
500 cabinets qui sont abonnés donc à nos logiciels, 3500 cabinets qui prescrivent Mon Expert en gestion et 100 000 utilisateurs donc au quotidien. Et Coaxis, c'est un petit peu moins, mais sur des plateformes très résistantes, c'est 1000 cabinets qui sont hébergés donc par Coaxis, dont de très gros cabinets donc du sud-ouest de la France. Tout réuni, en fait, nos clients réunis, on adresse un peu plus de 65% du marché donc des experts comptables et par voie de conséquence, on touche potentiellement 1 million d'entreprises. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que nous allons équiper toutes les entreprises de tous nos clients, mais en tout cas, on espère prendre une part significative du marché. On va suivre tout ça avec attention. Merci d'être venu sur notre plateau. Eh bien, à très bientôt. Arnaud, merci. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est la matinale et je suis en compagnie de Patricia Pierre, associée directrice du pôle social chez Exponence. On va parler de l'augmentation du plafond de la sécurité sociale et quelles sont les conséquences. Patricia Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, quel est l'impact de l'augmentation du plafond de la sécurité sociale ? Bien, alors sujet technique aujourd'hui. L'impact du plafond de la sécurité sociale, il concerne essentiellement le calcul des bulletins de paye. C'est le sujet principal qui va intéresser en ce mois de janvier les salariés. Le plafond de la sécurité sociale, qui n'avait pas été augmenté depuis 2 années, a été revalorisé de 6,9% en janvier. Donc, il a été porté à 3 666 € par mois. Et en fait, ce plafond sert d'assiette au calcul des cotisations sociales sur les bulletins de paye. Cotisations sociales salariales, patronales. Donc, mécaniquement, même si les taux de cotisation n'ont pas augmenté, mis à part quelques taux de prévoyance et de mutuelle, mécaniquement, une hausse du plafond induit une hausse des cotisations sociales et un impact à la baisse sur le net à payer des salariés. Est-ce que cette hausse est compensée par une augmentation du SMIC ? Alors, la réponse, elle va être à nuancer parce que, bien évidemment, pour les salariés qui sont rémunérés à hauteur du SMIC, le SMIC a lui aussi été augmenté, revalorisé de 6,6%. Ça représente à peu près au mois de janvier 23 € net en plus pour les salariés. Ces salariés-là ont des rémunérations qui sont en dessous du plafond, donc le seul impact pour eux, c'est l'augmentation de la cotisation mutuelle. Et les cotisations mutuelles sont, dans la grande majorité des cas, décorrélées de leur salaire brut, puisqu'elles sont assises sur le plafond de la sécurité sociale. Donc en général, on va avoir une augmentation des mutuelles entre 7 et 20 € par mois. Donc je dirais que l'augmentation du SMIC pour ces personnes-là compense l'augmentation du plafond. Par contre, il n'y a aucune obligation pour les employeurs d'augmenter les autres salariés à hauteur de l'augmentation du SMIC. Et si des salariés n'ont pas été augmentés en janvier, là, la mécanique de la hausse du plafond peut leur faire perdre quelques euros sur leur net à payer. Alors, une autre implication de cette augmentation du plafond de la sécurité sociale, c'est la hausse de certaines limites d'exonération d'impôts et de charges. Expliquez-nous. Oui. Alors, le principe en matière de sécurité sociale française, c'est que l'ensemble des rémunérations et des avantages sociaux qui sont accordés par les entreprises doit être soumis à charges sociales. Mais il y a une multitude d'exceptions et ces exceptions sont déterminées en fonction de seuils et ces seuils sont fixés en pourcentage du plafond de la sécurité sociale, plafond mensuel ou plafond annuel, ou en multiple de ce plafond. Donc, la hausse du plafond de la sécurité sociale va avoir un effet mécanique d'augmenter ces enveloppes un petit peu disponibles en exonération de charges. Alors, ça se traduit sur des niveaux de rémunération. Par exemple, la gratification des stagiaires est augmentée systématiquement avec le plafond de la sécurité sociale. Ça va toucher aussi le montant des indemnités de sécurité sociale en cas d'arrêt maternité ou accident du travail. Un point qui est utilisé aussi souvent dans les entreprises, lorsqu'il y a des bons d'achat qui sont mis à disposition des salariés, soit par les CSE ou par les entreprises, la limite d'exonération est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc 5% du plafond, ça veut dire que là, au 1er janvier, on est passé de 171 à 183 € de bons d'achat disponibles en exonération de charges.
Et d'autres limites aussi sont impactées sur les exonérations des indemnités de rupture conventionnelle, des indemnités de licenciement qui sont exonérées de charges jusqu'à un multiple du plafond. Et de même, tout un tas d'avantages liés à l'intéressement, à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, aux abondements des employeurs, au PE. Les enveloppes disponibles sont calculées en fonction de multiples du plafond de la sécurité sociale. Donc là, je dirais, c'est des impacts qui sont positifs pour les salariés. La seule chose, c'est que toutes les entreprises ne les mettent pas en place parce que ça n'est pas obligatoire. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes sur Décideur TV, on continue cette matinale avec Laurent Plenet, cofondateur du cabinet WeWeb3, dédié au Web3. Laurent Plenet, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors comme je l'ai dit, votre cabinet est dédié au Web3, mais qu'est-ce que le Web3 ? Alors pour expliquer ce qu'est le Web3, on va commencer effectivement dans une chronologie à expliquer ce que c'est que le Web. Alors dans les années 90, on a eu l'apparition du web. Le web, tout simplement, dans ces époques-là, ça permettait à l'utilisateur d'avoir accès à de l'information sur des portails. Donc c'était purement de la consultation. Dans les années 2000, on a eu à ce moment-là, derrière, la possibilité pour l'utilisateur d'interagir avec les données et d'interagir avec les autres utilisateurs. Donc ça va être par exemple l'avènement des réseaux sociaux. Donc ça, c'est le Web 2 qui est arrivé dans les années 2000. Le problème de ce Web 2 dans les années 2000, c'est que les données en fait qui étaient échangées entre les utilisateurs et sur ces portails étaient centralisés, donc sur des serveurs, on va dire, voilà, qui appartiennent aujourd'hui, donc c'est un peu le sujet, à tout ce qui est GAFAM, on parle notamment de Google, de Facebook, voilà, pour ne citer que, et ça devenait problématique pour une partie des utilisateurs. Alors c'est la raison pour laquelle, dans les années 2014-2015, on a vu apparaître ce qu'on appelle aujourd'hui la troisième génération du web, le Web 3. Alors le Web 3, qu'est-ce que c'est ? Le Web 3, finalement, donc, c'est la raison pour laquelle je suis reparti un petit peu d'une chronologie, ça permet aujourd'hui aux utilisateurs d'être propriétaires de leurs données, de rester propriétaires de leur vie privée, parce que en fait, les informations qui sont échangées sont sur ce qu'on appelle aujourd'hui une chaîne de blocs, la blockchain, voilà, comme on l'appelle communément depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et en fait, aujourd'hui, l'avantage et la naissance de ce Web3 est véritablement né d'une volonté des utilisateurs d'avoir en fait leur information sur un registre de données qui va être décentralisé. Voilà pour expliquer grosso modo ce qu'est le Web3. Et effectivement, grâce à cette technologie du Web3, on a l'apparition de différentes applications, différentes technologies. Alors, on a eu, qui est bien connu, c'est la crypto-monnaie avec le Bitcoin, qui est arrivé dans les années 2007-2008. On a eu dernièrement les NFT, qui sont arrivés dans les années 2017. Alors les NFT, ce sont les fameux jetons non fongibles qui sont, par leur technologie, qui permettent par exemple à l'utilisateur d'être propriétaire de leurs données, de pouvoir en avoir la propriété, ou encore de certifier un bien qui serait rattaché à cet actif numérique. On a également d'autres applicatifs possibles grâce à la finance décentralisée, la DeFi. Et voilà, un ensemble. On voit que les développements sont nombreux avec le Web3. Et pourquoi donc avoir choisi de créer un cabinet d'expertise comptable dédié au Web3 et à ces technologies ? Alors finalement, on est parti d'un constat, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en France, d'après les derniers chiffres, il y a environ 5 millions de Français aujourd'hui qui détiennent des cryptoactifs. Donc quand je dis cryptoactifs, je parle vraiment au sens large, ça peut être des crypto-monnaies, ça peut être des NFT, donc les fameux jetons non fongibles dont je faisais allusion tout à l'heure. Et puis bien évidemment, dans ce panel, on a des entreprises. Voilà. Donc l'idée finalement aujourd'hui, c'est de créer un cabinet d'expertise comptable pour accompagner en fait des entreprises qui vont détenir des crypto-monnaies et qui auront certainement, qui ont déjà des questions, et on l'a vu d'ailleurs parce qu'on commence à avoir effectivement une clientèle qui se rapproche de nos services, qui ont des questions sur, par exemple, voilà, comment payer des fournisseurs en crypto-monnaie,
comment acquérir un bien immobilier dans le métavers, qui fait aussi partie de cet écosystème du Web3, comment, par exemple, rémunérer, payer mes salariés en crypto-monnaie. Voilà. Ce sont des sujets qui arrivent de plus en plus. Qui sont Le marché est propice à cela, si je comprends bien. Alors, le marché, il est propice, il est toujours propice finalement, parce que finalement, le marché, comme dans tous les marchés, il va être cyclique. On aura toujours des phases descendantes et des phases ascendantes. Alors, c'est vrai qu'en 2021, on a une très belle année, ascendante. 2022, une année un peu plus mitigée. Et puis 2023, le marché repart un petit peu sur des coûts. Alors, si on se base, c'est vrai que dans l'écosystème Web3, on se base toujours un petit peu sur le Bitcoin. On voit que le Bitcoin repart un petit peu à la hausse, si on regarde un petit peu les cours actuels. Et puis, par rapport à l'écosystème start-up, entreprise, on se rend compte qu'il y a une demande, parce que, encore une fois, c'est vrai que nous, on est en train d'étudier le terrain, on a de la demande, on a des entreprises qui sont en train de créer des projets tous les jours sur cet écosystème, dans cet écosystème, que ce soit, voilà, sur la blockchain, que ce soit en DeFi, que ce soit sur des plateformes centralisées ou décentralisées. Et c'est vrai qu'effectivement, voilà, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'accompagnement de ces startups émergentes dans ce web de troisième génération. Donc du coup, quelles sont les perspectives de développement ? Alors les perspectives de développement, elles sont, j'ai envie de vous dire, finalement, il n'y a pas de limite, dans le sens où, par définition, on est sur une verticale qui est en pleine croissance. On est certes sur une niche, mais alors une niche qui aujourd'hui est en train de prendre un envol assez fulgurant. Et d'ailleurs, en plus de cela, en petite parenthèse, je profite aussi pour rajouter qu'on a aussi aujourd'hui un accompagnement juridique et fiscal qui commence effectivement à être un peu plus précis dans les définitions, parce que pendant quelques années, c'est resté flou. Aujourd'hui, on commence à avoir des positionnements de l'AMF, par exemple. On commence à avoir des positionnements de tout ce qui va être nature juridique et fiscale des NFT. Voilà, si je dois rentrer un peu dans le détail très rapidement avec vous, par exemple, voilà, on sait que dans l'écosystème, on a des entreprises qui aujourd'hui ont l'obligation, voilà, d'avoir cet enregistrement, ce qu'on appelle un enregistrement PSAN, prestataire de services sur actifs numériques, qui est un enregistrement donc délivré par l'AMF. Et pas plus tard qu'avant-hier, donc suite à un amendement qui avait été introduit par le Sénat en décembre 22, l'Assemblée nationale a écarté un amendement qui, effectivement, obligeait un certain nombre de prestataires à avoir un agrément PSAN et qui peuvent rester, effectivement, enregistrés PSAN. Donc on voit qu'il y a à la fois un développement de ces technologies et un encadrement juridique qui suit derrière. C'est un encadrement juridique qui suit et propice, effectivement, à un développement. Et c'est un petit peu, voilà, les craintes qu'on avait par rapport aux lois qui arrivaient. Donc aujourd'hui, même si on doit rester vigilant sur une régulation, parce que c'est un secteur dans lequel, malheureusement, on a observé un certain nombre, voilà, comment dire, il y a des fraudes, il y a des risques. Oui, on a vu l'affaire FTX. Il y a l'affaire FTX, il y a des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, etc. En tant qu'expert comptable, il faut effectivement rester vigilant sur ce type de sujet. Mais voilà, on a une réglementation fiscale et juridique qui arrive et qui nous permet finalement d'exercer notre profession en adéquation avec cet encadrement qui arrive, qui reste embryonnaire, mais voilà, qui arrive effectivement. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de La Matinale.